L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner, de soutenir le podcast. Bonne écoute! C'était le premier clap de l'histoire de ce nouveau studio. N'est-ce pas? Paul de Saint-Cernin. Voilà, premier invité de ce nouveau studio. Je suis contente de te recevoir. Ça fait déjà 2 ans qu'on s'est rencontrés sur ce plateau. De quelle époque? Ouais. Et j'aime bien ne pas trop en dire sur les invités avant d'entamer la conversation. Donc je vais te proposer de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Moi, je me présente moi-même. De la façon dont tu le souhaites, c'est très important. Ok. Je suis Paul de Saint-Cernin, je suis humoriste. Vous me connaissez peut-être sûrement à travers le rôle de sniper que je joue dans l'émission Quelle époque. Mais ce qui occupe 90% de mon temps, de mon esprit, et qui comble mon cœur de bonheur, c'est la scène et le stand-up. J'ai bien joué ou pas? Je suis pas censée juger une présentation, déjà. Et oui, c'est bien parce que ça me fait naître une question, tu vois. Déjà, de toute façon, on entre assez rapidement dans le deep sur InPower. Mais qu'est-ce qui explique... On parle pas du tout des résultats de la veille, des matchs de foot et tout, rien. C'est quoi? Je connais pas du tout InPower. C'est quoi le... Alors, c'est direct du deep, quoi. Ouais, direct du deep, philosophie, thèse même en pas 3 de parties. chit-chat, t'as pas vu le match du PSG hier? Non, et tout, okay. Non, mais il y en avait vraiment un. All right. Non, ok. Mais non, mais ce qui m'interroge, c'est que le fait que tu... Déjà, le fait que le stand-up et la scène occupent 80% de ton cœur, qu'est-ce qui fait que, 1, tu n'en ai pas fait avant? Et qu'est-ce qui fait que, 2, tu l'expliques? Parce que quand on adore la scène, au fond, c'est qu'on adore être adulé. Ouais, alors, le mot adulé, peut-être pas le mot aimé, ouais. Je pense que beaucoup de stand-uppers s'en sont pas encore rendus compte, mais moi j'ai une théorie: tous les mecs qui montent sur scène, ils ont une petite névrose à soigner, un petit vide à combler. Ils s'en rendent pas forcément compte. Moi j'ai attendu des années pour m'en rendre compte, mais quelque part, si tu cherches bien, il y a forcément ça, parce que j'ai plein de copains qui sont marrants, qui me disent qu'ils sont marrants. Ils me disent jamais, moi je vais sur scène, gros. Bah ouais, mais t'es marrant. Ah, mais à aucun moment, moi je sais, il faut être fou pour faire ça. Endurer le stress des minutes qui précèdent, l'angoisse à la fin de chaque phrase de est-ce que ça va être marrant ou pas. Il faut tellement que ta névrose, que la dose d'amour, elle te fasse du bien de l'autre côté pour équilibrer la balance, qu'il faut vraiment avoir un vide à combler. Est-ce que je m'exprime bien ou pas? Ouais, tu t'exprimes bien. Il y a beaucoup de stress et d'à côté. Si l'amour que ça te procure et le bien que ça te fait, il n'est pas supérieur à ça, ça sert à rien d'y aller, quoi. Donc ça prouve bien que, je crois que tu montes sur scène pour être aimé. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Fin du podcast. Ouais. La morale de l'histoire était donc celle-ci. Non, mais du coup... je l'ai fait. C'est marrant parce que je suis sur scène depuis 5 ans dans les comedy clubs tous les jours. C'est juste que les comedy clubs, c'est pas filmé, c'est pas machin. Moi, je gardais ça pour moi. Je travaillais, c'est comme ma salle d'entraînement, mais ça fait quand même... Je viens de la scène, tu vois. Tu viens de la scène à 27 ans. Ouais, mais le producteur de Quelle époque, qui est l'émission pour laquelle je pense beaucoup de gens me connaissent, il vient me chercher sur scène dans un comedy club. Je suis pas un gars de télé qui dit tiens, si j'allais être sur scène faire des blagues. Moi, mon taf, c'est la scène, c'est écrire de la vanne, quoi. Mais c'était pas ton premier taf? Non, j'ai fait une école de journalisme, moi. Toi aussi, non? J'ai fait Sciences Po, j'ai pas vraiment fait. Okay. J'ai pas de carte de presse. Bah moi, j'ai fait Sciences Po pour les nuls. Pour ceux qui pouvaient pas aller à Sciences Po, ils allaient en école de journalisme. Moi, j'ai fait ça. Ça t'a plutôt servi, ça t'a plutôt bien réussi. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que, en sortant de cette école, tu te diriges pas tout de suite vers l'humour en te disant, en fait, moi, ce que je kiffe, c'est faire rire les gens, monter sur scène, et que tu te tournes d'abord vers le sport? C'est parce que je pense que je m'en suis pas encore rendu compte. Je pense que, en fait, c'est marrant. Il y a un moment dans ta vie où tu arrives à 30 ans et tu commences à réfléchir sur toi, qui t'es, d'où tu viens, ce que t'ont légué tes parents, de positif, de moins positif. Avant, tu t'en fous, tu fonces dans le tas. Je suis journaliste, j'aime le foot, je vais commenter des matchs de foot. Fin de l'histoire, et je suis très heureux, tu vois. Et quand tu commences à écrire un spectacle, tu repenses à des épisodes, moi j'aime bien dire ce mot, tragicomique de ton enfance, de ta vie, et
t'essayes de comprendre d'où ça vient, et en fait, parfois, t'hallucines. Il y a des machins qui te sont arrivés petits, dont il a fallu que j'attende 30 ans pour me rendre compte que, putain, mais c'est fou, en fait, ce truc-là, d'avoir vécu, ça vient d'où, pourquoi? Ça peut être traumatisant, tu vois ce que je veux dire? Tu penses à un événement en particulier? Dans mon spectacle, je raconte une année que je passe en Irlande dans un pensionnat, dans un monastère avec des moines, avec que des garçons, et des garçons un peu en difficulté. Et je me suis fait taper toute l'année, en gros, et j'en ris beaucoup dans le spectacle, c'est drôle, et je raconte une journée où je suis resté caché dans un buisson pendant 8 heures. Pourquoi t'étais dans un pensionnat en Irlande avec des gens en situation difficile? Parce que c'est une très bonne question, putain. J'appelle mon père. Parce que j'avais 2 ans d'avance à l'école, et en plus je suis de fin d'année, donc j'avais parfois 3 ans d'écart avec les gens de ma classe, et il y avait trop de décalage. T'as 3 ans d'écart au collège, eux ils sont là, ils fument des clopes, ils parlent de scooter et tout, toi t'es un bébé, t'es là, il y a des légumes à la cantine, enfin tu vois, t'es un gamin, t'es un bébé quoi, t'as pas de meuf, tu vois. Ouais. Les meufs elles regardent le grand qui fume, elles regardent pas le petit en Bermuda qui compte les fourmis dans la cour, tu vois. Donc du coup mes parents ils ont juste décalage, ils ont dit ok on va t'envoyer 1 an, tu vas revenir, tu seras plus mature, tu auras vécu seul, même physiquement tu vas te développer, tu parleras anglais. Ça partait d'un super sentiment et c'était trop bien. Ça s'est pas du tout passé comme ça? Non, pas vraiment. Tu t'es fait bisuter du coup pendant cette année de... Ouais. Bah, comme plein de garçons à mon avis se font embêter à l'école. Et là c'était peut-être un poil plus que la norme. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais changer quelque chose de cette année? De cette année, je ferai des recherches Google pour trouver la pilule miracle pour pas perdre mes cheveux. Ça, c'est très très important. C'est mon angoisse de cette année. Putain, fait chier, mes cheveux ils tombent depuis cette année. Alors, non, Paul, tu n'as pas compris ma question, je crois. Ça existe pas? Non, je parlais de l'année en Irlande. Ah, pardon. J'ai essayé de trouver le lien, merde. Tu vois. Je me suis dit, merde. Excusez-moi, qui êtes-vous? De cette année en Irlande? Peut-être que je prendrais les choses moins à cœur. En fait, tout devient très grave quand t'es jeune, petit, loin de ta famille. Tu vois, la nuit, à 3-4 heures du mat, ils venaient, ils arrachaient ma couette, ils la mettaient dans les toilettes. C'est chiant quand t'es petit, t'as froid, t'es pas bien, tu te dis j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, tout est grave. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je rigolerais et j'irais voler la couette du voisin. Tu vois ce que je veux dire? Je le vivrais moins violemment, je pense. J'essaierais en tout cas de prendre beaucoup de recul sur tout ça. Là où j'ai tout vécu de manière quand même assez intense. Comment est Paul qui part en Irlande et comment est Paul qui revient d'Irlande? Il part en Irlande, c'est un petit gars un peu dynamique. Il revient, il est déjà physiquement, c'est marrant dans ma posture. Tu sais, ton corps il se met en défense. Et j'avais les épaules comme ça, contractées comme ça. J'étais une sorte de cintre finalement. Et du coup, mes parents m'ont emmené voir un ostéopathe, quelqu'un qui fait craquer le dos. Et la dame, elle a dit, mais je comprends pas, il a vécu quoi, votre enfant, là? Et c'est quoi sa vie? Et apparemment, mon corps expliquait que il est pas hyper bien, le gamin. Et donc, déjà, dans la posture, il y a un truc. Et après, je parlais super bien anglais. Je rêvais la nuit en anglais. Tu sais, quand t'es petit, tu rêves, t'es une éponge, quoi. Donc là, j'ai tout perdu, je suis devenu nul. Et oui, je suis revenu un poil plus mature, et encore. T'avais quel âge quand t'es revenu? Je suis revenu, j'avais 14 ou 13. Ok. Je suis parti à 12. Voilà. Et ça a changé, tu penses, la suite de ta jeunesse? Ouais, mais ça, je suis encore en train de le comprendre en ce moment. Mais je crois que c'est un des événements qui ont fait que j'ai bloqué toutes les émotions. J'étais un petit enfant très sensible, qui pleurait beaucoup. Et quand je suis revenu, j'étais cette espèce de mec en pierre, un peu droit, insensible. Rien ne me touche. Je suis solide. De toute façon, c'est ça qu'elles aiment, les femmes, non? Elles aiment les garçons solides, qui pleurent jamais. J'étais un peu dans cette posture-là après l'Irlande. Je sais pas si l'Irlande y a été pour quelque chose ou si c'est juste l'adolescence. Je cherche à être quitté pour plaire aux meufs. Il y a eu vraiment un switch à ce moment-là où je suis devenu un gars qui exprime rien. Enfin, en apparence. Donc tu ressens toujours. Donc tu bloques pas les émotions, tu les ressens mais tu ne les exprimes pas. Exactement, c'est l'objet et le thème de mon spectacle. C'est comment exprimer les émotions en fonction de ton vécu et de qui tu es aussi. Qui tu nais, enfin comment tu es quand tu nais et avec quelle particularité ou non. Chacun les exprime différemment. Je raconte que dans ma famille,
très traditionnel, avec des valeurs, tu vois, très catholiques. Il y a un truc de pudeur extrême où on ne montre pas, on n'a pas faim, on n'a pas froid, de toute façon on n'a pas le temps. Mon père c'était 11 enfants, donc on n'a pas. Et il n'y a pas le temps d'avoir faim, d'avoir froid, de se plaindre. Tout le monde est tout droit et puis ça va, il y a toujours pire ailleurs, alors t'avances tout droit et puis ça va. Tu te plains pas et puis t'es tourné vers l'autre et tu t'inquiètes de savoir si l'autre a besoin de quelque chose. Mais toi, non, ça va, t'as pas mal. Il y a un passage de mon spectacle que j'aime beaucoup, qui est une scène que j'ai vécue. J'ai pas envie d'en dévoiler la fin, mais j'ai vécu la mort de mon grand-père dans ma maison familiale en Aveyron avec quelques-uns de mes oncles. Et je raconte dans mon spectacle la réaction d'un de mes oncles quand je lui annonce votre papa, parce que je vous vois, mes oncles et mes parents, moi, votre papa, il est mort. Sa réaction est folle. Moi, je te le dis. Je vais le réveiller, je lui dis, et il me fait bon, bah, j'arrive. Tu vois, genre vraiment, c'est ça va, j'arrive. Tu vois, genre, ça va. Ouais, tu vois, c'est le max des émotions, tu sais pas comment ça sort. J'avais des oncles qui disaient bon, bah, ça va. Bon, de toute façon, on va pas le garder. Les médecins, c'est l'acharnement, faut le débrancher. En fait, non. Au lieu de dire je vais perdre mon papa, je suis fils aîné, je vais pas parler depuis des années, ça va me faire trop de peine, il disait le débrancher, puis voilà, ça c'est ma famille un peu. Je caricature, mais à peine en fait. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ce mode de fonctionnement ne t'allait plus ? C'est pas moi qui m'en suis rendu compte, hein, c'est vraiment les personnes qui partagent ma vie, hein, qui m'ont dit ah gros, tu pourrais dire des trucs parfois et parfois positifs, tu vois. Et tu pourrais dire quand t'es triste, et tu pourrais dire quand t'aimes bien quelque chose ou quelqu'un. Et comme je suis un vieux con qui veut pas faire de thérapie, bah j'ai écrit un spectacle. Pourquoi tu veux pas faire de thérapie ? Non, je dis ça, je dis pas que j'en ferai jamais. Mais j'ai encore ce petit frein là où je me dis tant que je peux m'en passer, ça va. Alors que c'est pas bon. Normalement t'y vas pas parce que tu vas pas bien, t'y vas pas pour te soigner, t'y vas justement pour continuer d'aller bien. Mais moi j'ai encore ce petit truc de ça va. Qu'est-ce que tu as peur de découvrir ou d'expérimenter ? J'allais dire j'ai pas peur, mais sûrement que si. C'est surtout que je trouve que déjà, tu vois, j'en suis encore là. Hein. Déjà, l'action d'y aller, c'est montrer une faiblesse. C'est montrer tu vois ce que je veux dire ? Vulnérabilité. Ouais. Tu fais quoi samedi ? Samedi, je peux pas. Tu fais pourquoi ? Ouais, je vais voir mon psy. Tu vois, t'es pas fier de dire je vais voir mon psy. Pour prendre soin de ma santé mentale. Personne fait ça, tu vois. Bon, moi j'en connais. Tu vais pas plutôt venir au foot ? J'ai pas peur de découvrir des trucs sur moi. J'ai juste pas encore ce truc de... Je trouve ça parfois très impudique de regarder à l'intérieur de soi et de dire peut-être mon papa et ma maman ils m'ont pas... J'ai encore ce truc de vieux con de dire ça va mec, tu vas bien, t'as de la chance dans la vie, bon bah cool, souris, tout est cool. Tu vois, j'ai un peu ce truc là encore. Aimer c'est une faiblesse ? Aimer, c'est se rendre vulnérable. Hein. Parce qu'une fois que tu as dit ça, tu prends le risque que ce soit pas le cas en retour. Puis, tu prends le risque d'être nul. Enfin, il y a des moments dans la vie où on est nul. Moi, il y en a plein. Hein. Vraiment, sur une journée de 24 heures, il y a bien 25 heures où je suis nul. Hein. Et une fois que tu as dit à la personne en face « je t'aime », t'as pas envie de lui montrer, t'as envie qu'elle t'aime aussi fort que toi tu l'aimes, donc t'as pas envie d'être nul à ses yeux. Donc je trouve que ça met une espèce de pression de ouais. Donc mais après, l'amour serait dépendant d'une forme de performance, si je t'écoute. C'est qu'il faut délivrer ensuite ce qui permettrait de mériter l'amour. Un peu. Et tu as bien résumé ma pensée, un peu. T'as déjà eu un chien ? J'en ai un. T'en as un ? Bon J'adore. tu l'aimes inconditionnellement. C'est d'ailleurs pas mon chien, c'est mon fils, hein, qui a quasiment ça, mon enfant. Mais tu vois, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait pour être aimable au sens propre ? En vrai, c'est plus... Tu dois plus t'en occuper qu'autre chose. Il est lui. Il a juste à être lui. Voilà, et il essaye pas d'être... Il essaye pas de mériter ton amour, tu vois. Ouais, mais tu vois qu'il t'aime tellement. D'ailleurs, tu l'as pas ramené et du coup, je t'aime pas. Mais non, je voulais pas. Tu sais, les petits. Toi, t'aimes pas les bruits. Et lui, il fait clic-clic avec ses. Ses pattes là. Ses griffes sur le parquet. Ah ouais, Lola, big up. Ouais. Voilà. C'est qui Lola ? C'est quelqu'un qui travaillait pour le podcast. Ok.
Je sais plus ce qu'on disait. Ouais, je l'aime, mon chien, et il me donne rien en retour. Mais si, parce que tu vois qu'il m'aime profondément. Hein. Il est heureux quand je passe la porte, comme personne n'est heureux quand je passe la porte. Hein, je te le dis. Hein. Oui, mais tu vois, que tu réussisses à faire rire tout le monde un soir, ou que tu fasses rire personne, il t'aime quand même de la même manière. Ouais, à fond. Mais c'est là Donc, où... c'est une conclusion que j'ai dans mon premier livre. Soyons plus comme les chiens. Yes. Du coup, je vais me gratter l'oreille. Je crois que t'as pas besoin d'aller en thérapie, en fait. Et je vais m'arrêter à me gratter l'oreille parce que les chiens ils font des trucs dégueux que je vais pas faire dans le podcast. Ouais, je suis d'accord, mais et tu vois, je me suis détendu là-dessus. Il y a un côté. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, c'est fou, mais mes potes, j'ai plus besoin d'être cool pour qu'ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien et ils ont pas besoin d'être cool pour que je les aime bien. C'est mes potes, c'est mes frères, on est liés à vie et on s'appelle justement pour dire à quel point on est nul et ça nous rend d'autant plus désirables aux yeux de l'autre. Plus mon pote il me dit putain je suis en galère, tout est nul mec, j'ai plus d'oseille, plus il me dit ça, plus c'est mon pote, c'est mon frère, j'ai envie de l'aimer. Alors que s'il me disait moi tout est cool en ce moment, je cartonne, c'est super, c'est génial, je fais le tour du monde, je l'aimerais autant, mais je veux dire il a pas besoin de ça pour que je l'aime. Au contraire. Mais t'arrives pas à te l'appliquer à toi-même. Non, il y a une forme de grosse exigence que j'ai envers moi-même et qui parfois me freine, ouais. Tu vois, là, pour le spectacle, mon équipe, ma prod, mon co-auteur et tout, parfois ils me disent, mais tu sais que ça, c'est bien ce qu'on a fait là. Hein. On peut dire bravo. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est bien, mais le prochain truc. Ouais, pareil. Toi aussi Ah ouais, de ouf. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, quand c'est mon agent qui me le dit souvent, mais regarde quand même toi ce que t'as fait, nanana, quand je me compare ou quoi. Et en fait, genre, non, j'arrive pas à forcément apprécier ce que j'ai accompli si je suis déjà en train de me dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas accompli, que j'aimerais accomplir. Et est-ce que tu sais d'où ça vient ? Bah déjà, je suis assez convaincue que ça vient pas forcément de quelque part. Je trouve que parfois on essaie de surinterpréter, notamment on essaie de tout relier aux parents. Ça joue peut-être, mais moi j'ai une sœur jumelle et en l'occurrence elle a pas du tout ce problème-là alors qu'on a eu la même éducation. T'as une comparaison témoin, c'est pas mal. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est comme ça que tout à l'heure, ce midi, je démontais l'astrologie auprès de ma team. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est quand même un besoin d'être admiré, que je recherchais sûrement. Mais je pense que c'est plus une question de personnalité. Genre, je suis vraiment focus. Je suis très nourrie par les accomplissements, par les buts, par les objectifs. Ouais. Ben moi, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a ce que tu as vécu dans ta life. Moi, j'ai vécu des trucs qui m'ont mis une pression dingue et j'ai réussi à les identifier. Et il y a aussi comment tu es fabriqué. Et il y a des cerveaux qui ont besoin de défis tout le temps. Il y en a d'autres beaucoup moins. Peut-être que toi, tu es un cerveau qui a besoin tout le temps de défis. C'est quoi ce que tu as identifié des pressions que tu as ressenties quand tu étais enfant ? J'aime pas trop en parler, mais j'ai 2 ans d'avance à l'école. Je sors du bureau d'une nana qui s'occupe des enfants qui, entre guillemets, comprennent vite et qui me fait passer un test. Et le résultat du test est le plus grand qu'elle a eu en 20 ans de carrière. Et elle le dit à mes parents. Et dans l'ascenseur, mes parents s'en rendent compte. Ils disent, bah putain... Ils disent pas putain d'ailleurs, mes parents. Mais, je les vois pas, vous voyez. Ils sont là et ils disent, diantre. Fichtre, notre enfant. Dans l'ascenseur, et je m'en souviendrai, et eux, ils doivent pas s'en souvenir, et tant mieux. Ils me disent, avec ce qu'on a entendu dans ce bureau et les résultats qu'on a vus, si t'es pas première classe partout tout le temps, c'est que tu te fous de notre gueule. Et ils le disent en mode... tu vois, je pense qu'ils sont un peu fiers, ou je sais pas, c'est pas pour mettre une pression. Ouais, en fait, j'avoue. T'es enfant, et toi, t'entends, si je suis deuxième, vous allez pas m'aimer. T'entends un peu ça, tu vois. Et ça, pareil, t'attends 30 piges pour comprendre que si tu t'en souviens 20 ans après et que tu te souviens exactement de cet ascenseur et de machin, c'est que peut-être il t'a un petit peu marqué, mec, et que le fait de toujours vouloir gagner, bah peut-être ça vient de là, on sait pas, tu vois. Donc j'ai pas envie de faire la psychologie à 2 balles, mais je pense que là, il y a un petit machin quand même là-dedans. Une fois qu'on le sait, comment on agit dessus ? Comment ? Parce que en prendre conscience, ça veut pas forcément dire réussir à s'en détacher. Exactement. Ça veut même parfois dire t'as raison, c'est encore pire d'ailleurs. Putain, je sais que j'ai ce problème et je le fais encore. Ouais. Et à ça s'ajoute donc la culpabilité. Ouais, c'est ça. En vrai, je me déstresse par rapport à des trucs. Si par exemple, tu vois, dans les relations avec mes proches, maintenant j'arrive vraiment à me dire oulala, t'es en train d'être ce gars-là qu'on n'aime pas trop. On sait pourquoi, arrête de faire ça, fais ça. J'arrive maintenant à mettre pause dans une engueulade. Dans ma tête à moi,
Ça veut pas dire que je suis super fort pour le faire, mais j'arrive, je sais quand je deviens un autre gars. Et pourquoi et comment, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà perdu? Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Tellement que j'ai pas d'exemple là-dedans. non. La phrase du connard qui a jamais perdu. Mec horrible. Mais non, j'ai mais perdu. Si, ça t'a pas marqué la du coup. scène, Enfin, la scène. Tu sais, j'ai eu un bac S à 16 ans. J'ai fini major de mon école de journalisme. Je suis rentré en stage à Canal. J'ai gagné le casting chez le plus jeune présentateur. Tout allait plutôt bien et sans trop bosser. Je commence à monter sur scène. C'est dur. Justement parce que c'est un monde où tu dois pas être dans la performance, mais dans l'émotion. C'est si tu écoutes bien le public et que tu arrives à lui transmettre ce que toi, tu veux lui dire que t'es bon. C'est pas juste une blague bien écrite, dite de manière robotique. Et là, je peux te dire que pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé, j'ai souffert, j'ai appris, et je crois que je suis en train de gagner. Je crois. En tout cas, je kiffe ma tournée et je prends un plaisir monstre, et c'est déjà une victoire, donc ouais, j'ai gagné. Mais là, par exemple, je dis pas que j'ai perdu, mais c'était dur. Hein. C'était dur de comprendre les cheat codes. Moi, je marche avec des formules mathématiques. Si je fais ça, ça va donner ça, donc c'est bon. Putain, je le fais, ça marche pas. Je comprends pas. Hier, ça marchait, aujourd'hui, ça marche plus. J'ai fait exactement la même chose. Expliquez-moi, dites-moi, ça me rend fou. Et en fait, le jour où j'ai compris que c'était pas du tout une science exacte, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé là, et que je me suis lancé ce défi, on parlait de défi tout à l'heure, c'est justement parce que j'avais besoin de masteriser un truc pour lequel je pense que je suis pas fait à la base. Un truc qui est l'inverse d'un truc mathématique et logique, et qui est plein de ressentis. Et ça me fait un bien fou de réussir à ressortir des trucs, à en parler, à jouer, à être ému par ce que je dis sur scène, waouh, je te jure que c'est hyper cliché, c'est une thérapie de malade. C'est quoi l'émotion que tu ressens le plus? D'expérience, il y a toujours, dans les invités que j'ai reçus, une émotion qu'on ressent plus que les autres. Moi, c'est... je peux être très, 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 très ému. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Devant un film ou une histoire, quand c'est deux frères, un père et son fils. Mais vraiment, je peux être... vraiment, quoi. Jusqu'à en avoir honte, quoi. Ça va me toucher au plus profond de moi-même, ça va être assez fou. Des trucs de famille. Ça va me toucher. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une grande famille unie, un peu cliché, où ça rigole tout le temps, où ça se vanne, où ça truc, où ça se soutient, où on est 6 frères et sœurs, et tout le monde vanne l'autre, et tout le monde s'aime profondément. Et je crois que quand je vois des histoires comme ça, je suis touché à un point assez fou. Et les animaux aussi, trop bizarre. Parce qu'il y a une injustice folle à voir un animal souffrir qui peut pas se défendre et qui dépend de toi. Tu vois, les chiens qui se font... tu sais, les vidéos TikTok où il y a des mecs qui s'amusent à taper leur chien, et le chien il revient toujours en disant « S'il te plaît, aime-moi ». Ça peut me faire... vraiment, je peux péter un plomb. Je peux péter un plomb. Tu parlais un peu d'héritage familial qu'on transmet, des valeurs dans ton éducation, et tu disais que souvent on a un bagage où voilà, on va nous partager une éducation ou des enseignements positifs et une autre partie plus négative. Qu'est-ce qui t'a aidé à te développer dans ce que ta famille t'a légué, et qu'est-ce que, après réflexion et après recul, tu as décidé de déconstruire? C'est une énorme question. Ils m'ont légué un truc fou qui est le savoir vivre en société, qui était même presque trop présent chez moi. Le regard des autres était important, alors il fallait toujours être bien habillé, bien coiffé, dire bonjour monsieur, merci monsieur, être gentil. Le sens du sacrifice, beaucoup, quand t'es 6 frères et sœurs. Voilà. Ça, ils me l'ont appris. Et souvent, quand des patrons ou des collègues me disent c'est un bonheur de bosser avec toi parce que partout où on va, les gens nous disent qu'est-ce qu'il est poli, aimable, gentil, discret, il fait attention tout le temps et machin. Je le prends pas du tout pour moi, le compliment, je le prends pour mes parents. Ça, c'est forcément eux, c'est sûr et certain. Tu vois, je dis toujours je suis bien élevé mais mal appris. En gros, ils m'ont tout bien expliqué, c'est moi qui fais les conneries quand je les fais. Ça, ils m'ont légué ça, ce truc-là. Je les ai remerciés un jour.
Parce que j'avais reçu un mail d'un grand patron à Canal qui me disait merci humainement d'être ce gars droit qui regarde dans les yeux et qui dit les choses, qui dit blanc et qui pense blanc. Et j'avais remercié mes parents. Je leur avais dit je sais, c'est pas moi ça, c'est que vous. Et waouh, ça me sert aujourd'hui, je vois des fruits concrets dans ma vie, trop bien, merci. Mon père, il a ce truc-là de taiseux qui dit rien, qui montre rien, qui se plaint jamais, mais par contre, c'est un soldat, quoi. Ma mère, elle dit toujours, c'est un roc, c'est un mur, il avance tout droit, et s'il doit dire ça, si à la virgule près, sa phrase n'est pas la vérité, il ne la dira pas. Tu vois, il y a un truc comme ça de chevalier blanc, putain, un exemple dur à suivre d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est pour les positifs, et pour les négatifs, en tout cas, qui t'ont, toi, tu vois, ouais. Qui n'ont pas correspondu à... Il y a beaucoup un truc de ne vraiment pas s'écouter, quoi. Et je pense que c'est pas bon. Encore une fois, mon père, pour ne pas pleurer ou ne pas être ému, il va mettre une barricade et il va devenir ce gars justement qui s'énerve parce que ça... Et tu vois, et du coup à l'intérieur il y a une partie qui a envie de pleurer, d'être ému, de dire mon fils je t'aime, c'est pas possible, ça me fait de la peine, j'ai peur, tu vas te marier, machin, et l'autre côté qui dit ah non, c'est pas bien organisé, de toute façon vous savez rien faire, c'est moi qui gère, tout. Et je pense qu'à l'intérieur ça te crée des tensions qui se transforment en maladie. Si je peux réussir à être un peu plus aligné avec ce que je ressens que mes parents, c'est trop bien. Ma maman qui est, tu vois, la femme parfaite, toujours, partout, elle est belle, elle est élégante, elle est gentille, elle est jamais fâchée, elle est jamais fatiguée, elle est jamais truc. En fait, purée, parfois t'as envie de lui dire mais vous voulez pas dire ce que vous ressentez, vous voulez pas être triste, vous voulez pas pleurer à fond quand ça vous fait de la peine, ou et pourtant, vous énervez quand ça vous énerve. Bah ouais, je le fais pas parce que j'ai grandi dans cette ambiance-là. Mais je pense que, tu vois, pour répondre à ta question, ils m'ont légué ça et j'aimerais changer ça. Sans devenir un gars qui s'écoute trop et qui se plaint tout le temps, parce que de toute façon, j'y arriverai pas à pousser le curseur de l'autre côté complètement, mais peut-être l'axe de progression, ça serait celui-ci. Et notre génération, elle est assez forte, tu vois, on est une génération qui fait des podcasts où on raconte ce qu'on ressent. T'imagines ? Tu vois, là, par exemple, mon daron Attila... Mais qu'est-ce que tu penses de ce que tu... Ce serait bien, tu sais, je fais des feats, genre des guests, des invités surprises. C'est là, le daron arrive. Quel est le plus beau compliment qu'il pourrait te faire, ton père ? Oui, voilà, mon daron qui répond à ta question. Le plus beau compliment qu'il pourrait me faire je sais pas trop. Il me l'a déjà fait. Je suis fier de toi. Tu vois, trop bien. Il me l'a déjà fait. Donc, je sais pas trop. Et t'arrives à ce moment-là à l'accepter ? Parce que je trouve que quand on nous apprend à retenir nos émotions, on nous apprend aussi indirectement à les refuser. Tu vois ce que je veux dire ? À pas réussir à les recevoir. Je vois pas. Tu dis n'importe quoi, Louise. Tu mets des mots à la suite qui veulent rien dire. Redis-moi ça, pardon, excuse-moi. J'étais pas. Redis-moi. En fait, j'ai l'impression que quand on grandit de telle manière à avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent, on a de la même occasion du mal à recevoir les émotions des autres. Du mal à les accepter. Ouais, ah bah oui. En fait, putain, c'était bien comme question, en fait. Je suis trop con. Bah ouais. Quand une personne que tu aimes, je sais pas, ta copine, ta femme, ta pote, ton pote, ton mec, souffre à côté, parfois c'est très dur de dire viens là, je te prends dans les bras. Moi, je peux avoir ce truc de ça me fait tellement mal de mettre à ton niveau d'émotion et je sais que ça va me briser que je vais faire ça va, c'est pas non plus tu sais, je vais faire l'inverse. Et bah t'inquiète pas, et bah on va y aller et on va lui expliquer, ça va le faire, c'est bon. Tu vois, je vais être dans l'opérationnel pour ne surtout pas ressentir un dixième de ce que je devrais ressentir là, parce que je sais que ça va me poignarder le cœur. C'était ça que tu voulais dire. C'est ça, ouais, je trouve que t'as raison de ouf. C'est quand la dernière fois que tu t'es autorisé à ressentir un poignard au cœur ? Je sais pas. Ouais, si, ça m'a fait de la peine un jour. Putain, j'espère qu'elle regarde pas le podcast. Un jour, ma femme, elle m'a dit il y a ta sœur, donc ma petite sœur. Il y a ta sœur qui m'a appelé
Et elle allait pas très bien et elle voulait qu'on aille boire un verre. Et tu sais, nous, dans la famille, on dit rien. Donc pour que ma sœur dise « Oh, peut-être je vais pas très bien, tu veux bien aller boire un verre ?» C'est que vraiment ça... Et effectivement, elle était pas au top, mais ça va mieux. Tu vois, ma femme, elle a essayé de dédramatiser le truc. Et en fait, j'ai senti que c'était un peu quand même un sujet. Et ça m'a... Ma petite sœur, ça m'a fracasse. Ça m'a fracasse. Et d'ailleurs, quand elle est partie 6 mois à l'étranger faire de l'humanitaire, elle vient nous dire au revoir en buvant un thé à la maison. Et la scène est folle. En fait, je suis sur mon portable pendant tout le truc. Comme si ça n'existe pas, elle va pas partir. Mais je me rends pas compte, hein. Je dis, ah ok, cool, t'as ton sac, ouais, super. Et ça n'existe pas. Et en fait, je ne veux pas lui dire au revoir. Et je l'ai compris après, c'est ma femme qui m'a dit, mais tu t'es vu? J'ai dit, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, t'as pas dit un mot du truc, c'est ta sœur qui est chez nous, elle part, tu veux pas lui poser des questions. T'étais là à faire des trucs d'organisation, alors c'est mardi, peut-être que mardi j'ai cette interview, du coup peut-être je vais décaler mon train. Enfin, j'étais dans des trucs qui n'existent pas, j'étais vraiment un cliché. Il y a un de mes potes qui m'a raconté cette histoire folle, où il a un père, et ce père a un père, donc bref, son grand-père, quoi. Ouais. Et il va avec son père à l'enterrement du grand-père. Et son père, il est là, autour, donc il y a la dépouille de son père à lui, tu vois. Et son père, pour ne jamais s'autoriser à « ça existe », il était là. Alors, peut-être j'ai pas pris assez de pâté, parce qu'il y a l'oncle Thierry qui vient. Thierry, il adore le pâté. Il y a la dépouille là, il y a la dépouille là, en face. Hein. Il tend le bras, il touche son papa qui est mort devant lui. Hein. Est-ce qu'il y aura assez de chaises? Parce qu'on va être beaucoup, on va pas rester debout. Et c'était un sketch, on aurait dit vraiment le palmacho, enfin on aurait dit il m'a raconté. Et en fait c'est là où il m'a dit j'ai vu de mes yeux ce que c'est le ne pas vouloir ressentir, le déni, ça existe pas. Et il y a la femme de ce monsieur qui était là et qui a remis un peu l'écharpe de la dépouille. Oh, il va attraper froid, genre il va pas attraper froid, il est mort en fait. Tu sais, ça pour eux il n'était pas mort quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, c'est le déni, hein, c'est un mécanisme psychologique réel. Bah c'est ouf. Et tu l'as ressenti dans une moindre mesure. Ouais, avec le départ de ma sœur, je crois. Comment tu serais? Waouh. J'ai bien fait de venir, moi, quand même. Je te facture même pas, s'il te plaît, c'est gratuit. Comment tu serais? Il y a des gens qui voient ça. C'est ouf. Abonnez-vous. Comment tu serais si t'étais pas le fils aîné? Qu'est-ce que ça a changé d'être l'aîné d'une fratrie de 6 frères et sœurs? Moi... Sens de responsabilité et petite crainte, dans le sens crainte, respect de mon daron peut-être supérieur aux autres. Le 4e de mes frères, parfois, nous on vous voit nos parents. Voilà, je dis vous à ma femme. Et à table, pour déconner, il l'appelait pas papa, mais il l'appelait Pierre et il le tutoyait. Pierre, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Et nous on était là. Il va se passer un truc fou là. Et en fait, non, ça passait et mon père il rigolait. Et je me serais peut-être autorisé des petits machins que moi, en tant qu'aîné, si je dis Pierre, passe-moi le sel, peut-être pas, hein, mais dans ma tête, je sais que je meurs, tu vois. C'est pas possible autrement, tu vois. Peut-être pas, il y a le bénéfice du doute. Et ouais, t'es là, bon bah, 9 ans, c'était quand même une belle vie, c'est pas grave. Salut tout le monde, tu vois. Ma vie, mon œuvre. Voilà. Peut-être je me serais autorisé des petits machins comme ça, ouais. Moi, il y avait la pression hein, pour tout, en fait. Mes parents, ils ont tout vécu pour la première fois avec moi. Ils ont vécu la première fois où tu te fais virer d'une école d'ingénieur parce que tu vas pas à l'école, la première fois où tu te fais choper par les flics parce que tu fais une connerie, la première fois où toutes les premières fois. Tu ramènes une meuf à la maison, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas? Enfin, toutes les premières fois, ils les ont vécues avec moi, tu vois, en tant que parent. Ouais. Donc, ouais. Peut-être ils étaient moins bons avec le premier qu'avec le 4e. C'est quoi l'expression? Les pots cassés? Le brouillon, ouais, j'ai payé les pots cassés. Ouais, mais souvent ils disent le premier c'est le brouillon, le deuxième ça va, le troisième est très réussi, tu vois. T'as des enfants toi? Ah bah non, du coup, je sais pas si j'en veux. Ok. Ouais, je trouve que les gens font beaucoup par reproduction sociale. Ok. Et j'ai conscience de la responsabilité que ça induit. Ça c'est bien déjà. Ouais. Bah non, mais parce que fut un temps, enfin tu vois, les gens se posaient même pas la question. Ouais, c'est vrai. Et quand même, il y a des gens qui ont eu des enfants. On avait un enfant parce qu'il faut avoir un enfant. Maintenant, on est marié, il faut avoir un enfant. Et en fait, tu te rends compte que bon bah, tu sais pas bien t'en occuper ou tu sais pas l'aimer correctement. Enfin, c'est quelqu'un qui a pas demandé à être là, quoi. Donc. Moi, je crois que j'en veux pour juste le kiff, quoi. Vraiment, j'en ai envie. J'ai envie de m'occuper, de transmettre d'un petit mec ou une petite meuf là, un peu stylé, tu sais.
Je te jure, j'ai envie de... S'il est pas stylé, tu fais quoi? S'il est pas stylé, ce sera pas mon fils. C'est sûrement le fils du voisin. Pas possible autrement. On échange. Je vais lui dire, tape dans un ballon. Ah, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Ça te manque pas J'allais dire le sport, j'imagine que t'en fais toujours, mais... J'ai un pote, pardon, je te coupe, mais j'ai un pote qui s'appelle Smaïl, que j'embrasse, qui commande tous les matchs de foot et tout. Il est... Peut-être je devrais pas dire ça, mais... il est pote avec Zizou, machin, bref, c'est son monde. Il a été très fort, il est président d'un club et tout. Et il a 2 fils. Et un jour, il m'appelle, il me dit... Ah, ils sont nuls à chier. Il dit ça en rigolant, tu vois, mais vraiment, je trouve ça trop drôle que les petits, leurs parrains, c'est des joueurs de foot. Dans leur chambre, il y a les maillots de toutes les stars du monde et ils disent ouais, non, ça va, pas mal, mais. Et bref, je trouvais ça drôle quand il me l'a dit. Je l'embrasse. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une. Enfin, que c'est assez dur de créer le même niveau de motivation et de faim quand il y a déjà eu une forme de réussite installée? Tu veux dire les fils de... Ouais. Les enfants de gens connus, souvent, c'est difficile pour eux de se mettre la pression autant ou de gens qui ont réussi, tu vois, même au-delà de la notoriété. Ouais. En fait, c'est vrai que ça peut créer, soit le désir... on en parlait un peu en off. Non, mais même le confort matériel. Vas-y. Non, mais en fait, là, j'allais lier avec tu sais, ce qu'on se disait, est-ce que le désir de revanche est un moteur plus puissant que la volonté d'assouvir un besoin ou de se faire plaisir? Non, mais c'est sûr par exemple, tu montes sur scène parce que tu kiffes, parce que t'adores ça. Non, parce que j'ai l'impression que c'est vital. C'est le seul endroit où je vais pouvoir m'autoriser à ressentir des émotions et où je vais sentir que les gens m'aiment. Le petit garçon qui avait pas de copains à l'école, il monte sur scène, il fait des blagues, les gens l'applaudissent. Putain, vous m'aimez, je suis cool, je suis stylé, merci, vous m'intégrez dans votre groupe. Moi, c'est purement et simplement ça. Mais ça aurait pu passer par plein d'autres moyens. Ça aurait pu passer par l'acting, ça aurait pu passer par le fait d'être chanteur, ça aurait pu passer par le fait d'être joueur de foot, enfin, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est souvent le même genre de métier. Oui, c'est sûr. Il y a la recherche de reconnaissance. Ouais, exactement. Et pour répondre à ta question, souvent c'est drôle, les mecs qui sont morts de faim, au sens propre comme figuré, ils réussissent. Le petit Brésilien qui joue pieds nus, qui n'a pas à manger et qui se dit « faut que je sois fort au foot, sinon je vais grandir dans cette favela », souvent il devient très 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 fort et il joue en équipe nationale du Brésil. Dans les comédie clubs parisiens, le mec qui a pas d'autre choix que d'aller gagner ses 20 balles ce soir en faisant 10 blagues pour payer son loyer au fin fond d'une cave à République, putain, il va écrire des bonnes blagues, crois-moi. Alors que le gars qui a un autre taf à côté, c'est super, c'est un hobby pour moi, le stand-up en plus, il va progresser moins vite, il a moins la dalle en fait, au sens propre comme au sens figuré. C'est normal, et tant mieux, hein, moi je souhaite à personne d'avoir la dalle, mais j'ai l'impression que quand c'est nécessaire, t'as pas le choix. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi, toi, sans forcément avoir cette dalle-là Déjà, je pense pas que j'ai réussi, mais justement, la dalle, elle est ailleurs. Elle est pas matérielle. Moi, j'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours dormi au chaud et je remercierai toujours la vie pour ça. Moi, c'était vraiment un besoin d'être aimé. C'était vraiment... soit il faut que je sois le meilleur à l'école, et donc dans mon école de journalisme, et donc le plus jeune du groupe Canal, pour que mes parents ils soient fiers de moi, parce que tu te souviens de l'épisode de l'ascenseur, soit il faut que je sois très très fort sur scène pour que les gens ils se lèvent à la fin et qu'ils me disent on t'aime bien, parce que j'avais pas de potes à l'école, parce que voilà, j'ai 2 ans d'avance. Tu vois, ça, c'est quand même un besoin viscéral, merci. Je cherchais le mot et je sentais que j'étais un peu loin du mot. Non mais t'es un très bon acteur, je t'avais dit carrière. Je vous remercie. Il y a vraiment ce truc là. Il y a vraiment ce truc là. Ça vient de quelque part. Mais du coup, de devoir dépendre de cette recherche d'amour, ou en tout cas de rechercher voilà, cet amour, ça ne rend pas trop difficile l'acceptation de ceux qui ne t'aiment pas? Si. Par exemple, moi, je vis pas bien les réseaux sociaux. Ouais. Je peux avoir 99 messages de « t'es un génie », un message de « t'es pas marrant, t'es naze, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fous là ?» Je vais bloquer sur ce message, meuf. Ça va me saouler. Je sais pas, j'ai envie de cliquer sur le profil du gars, de voir pourquoi tu t'es qui dans ta vie, pourquoi tu m'aimes pas, je comprends pas, j'ai rien fait, c'est injuste. Quoi. Non mais vraiment, je te jure, ça va me travailler. Premier dog, quoi. Toi, tu le vis comment ? Toi, t'as encore plus de messages que moi, c'est sûr. Ouais, ben écoute, j'ai par la force des choses été obligée de l'accepter, mais avant, j'avais vraiment ce sentiment-là d'incompréhension. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi
cette personne s'attaque à moi, pourquoi elle ne m'aime pas. Et en fait, j'ai compris qu'on avait tous et toutes des interprétations différentes et je ne suis pas responsable de l'interprétation de cette personne. Donc j'arrive quand même, tant que je suis droit dans mes bottes et que je connais mes valeurs et que je connais mes principes, ça m'énerve. En fait, moi, on parlait d'émotions, moi, je ressens beaucoup la colère, tu vois. Ce qui est plutôt pratique parce que c'est plutôt la colère que la tristesse. Mais quand quelqu'un, du coup, va s'acharner contre moi ou va me critiquer et que je trouve pas ça justifié, ça va m'énerver. Mais je vais réussir finalement à passer au-dessus parce que je vais juste me dire, elle veut se raconter cette histoire, elle veut me voir comme ça, très bien, moi, je sais que je suis pas comme ça. Donc voilà, je pense que la meilleure des sagesses à appliquer, c'est en tout cas vraiment celle d'accepter que ça te remet pas en question toi, ça remet en question l'autre. Et on dit souvent que les critiques qui nous sont adressées en disent plus long sur la personne qui les disent que sur la personne qui les reçoit. Toi, tu dois toi, tu as incarné un message et t'incarnes un message, presque une cause. Pour grossir à fond le trait, c'est la cause de l'égalité homme-femme, entre guillemets. Je grossis à fond exprès. Peut-être qu'un mec pour qui c'est très très dur d'entendre tous ces discours féministes, toi, oh putain, il y a un visage sur les femmes, elles veulent être pareilles que les hommes, c'est elle. Je la déteste, c'est sûr et certain, je la déteste. Parce que lui, il a un problème avec ce thème-là. Et toi, tu es la personnification de ce truc. Ces problèmes. Je pense que ça, toi, c'est plus facile à expliquer comme ça. Oui, après, il n'y a pas que des hommes. Et donc, on en parlait aussi un peu avant de commencer. Mais parfois, c'est. Un exemple. Ouais, non, mais tu vois, parfois, c'est encore plus difficile à comprendre quand c'est des femmes. Ouais. Et qu'on est censé défendre la même cause. Ça doit être et fou. ça arrive dans ce même milieu du féminisme, des critiques parce que. Moi, ça m'a fait ça dans le foot parce que le foot m'a servi à m'inclure dans le monde. Paul de la part de Saint-Cernin, qui se retrouve à être pas trop mauvais au foot et donc à traîner avec plein de gens qui lui ressemblent pas. Je raconte partout que c'est un vecteur social formidable et que moi, ça m'a appris la vie et que c'est trop bien. Je suis à l'aise dans plein de milieux grâce à ça. Et quand ce foot-là, qui est l'objet qui m'a permis de me sentir inclus, d'avoir des copains dans le vestiaire, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés là-bas, quand les gens du foot, les supporters, les machins, ils m'en veulent ou ils m'insultent, ça me renvoie à un truc tellement terrible de putain, mais je suis dans ton équipe, mec. On dit pareil, toi et moi. Je suis là à expliquer partout, dans toutes les radios nationales, que les supporters sont pas tous des cons. Et toi, tu fais quoi ? Tu fais le con. Je trouve ça fou, en fait. Bref. Je pense que ça rejoint un peu toi quand les femmes t'en veulent à toi. T'as envie de dire, mais meuf, ouais. Regarde ce que je fais pour nous. Ouais. En fait, c'est le problème, je crois, pour y avoir un peu réfléchi, c'est que les gens recherchent la vérité. Il n'y en a pas. Et donc, comme tout le monde est persuadé d'être dans le vrai, parce que c'est humain, on va opposer les vérités qui sont différentes des leurs. Et donc, on se retrouve, notamment sur les réseaux sociaux, dans un monde où si jamais on ne pense pas exactement la même chose, ou si jamais on va nuancer, si jamais on va... Et ben en fait, moi, tu vois, j'ai des messages presque tous les jours, peu importe ce que je poste. Oh, j'aime pas du tout, je me désabonne. C'est parce que, genre, j'ai mangé du chocolat blanc. Enfin, ouais, mais t'abuses. Non, mais voilà, tu vois, c'est... Et je me dis, c'est quand même assez fou de chercher à ce point-là ce niveau de connivence, alors que je pense qu'il fait la richesse de l'humanité, c'est justement qu'on soit différent, et donc on pense différemment. Mais t'as dit un mot clé pour moi, nuance. En fait, on est biberonné aux chaînes d'infos. Moi, j'ai travaillé dans une chaîne d'infos qui s'appelait iTélé. J'ai vu comment ça marchait. On met un gars, vieux, hein. Je suis une personne âgée. Ouais. C'était sur Antenne 2 à l'époque. Il y a un présentateur, à gauche il y a un pour, à droite il y a un contre. Le mec de droite il dit « Moi je suis pas vraiment contre, en vrai ça dépend. » Non mais t'es contre, sinon l'émission va pas marcher. Donc t'es contre et toi t'es pour, c'est bon, on y va. Et nous, toute la journée, on est biberonnés à ça. Un pour, un contre, un gauche, un droite, un pro-vax, un anti-vax, un pro-machin, un anti-machin. Tu vois, tout est extrême parce que tu peux pas mettre quelqu'un de nuancé à la télé, ça donne des débats inintéressants, ça fait pas d'audience, donc ça rapporte pas d'argent. Donc si tu prends une féministe, tu prends la plus convaincue possible, presque caricaturale. Si tu prends un masculiniste, tu le prends le plus convaincu possible et le plus caricatural. Et tu leur dis, allez-y, parlez entre vous. Bah forcément, ils vont s'engueuler, ils vont se crier dessus. Et nous, on doit choisir un camp. Parce qu'il n'y a personne qui a le camp du milieu là. Il n'y a personne qui dit « Ah, elle a un peu raison, mais toi aussi, je comprends. Ah, t'abuses quand tu dis ça. » Il n'y a personne qui fait ça. Donc moi, je suis soit là, soit là. Et donc ça crée une société complètement coupée en deux. Et je pense que les chaînes d'infos ont un rôle criminel et je leur en veux beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis dedans qui sont juste des potes avec qui je joue à FIFA et qui ont des postes à responsabilité, mais de rédac chef parfois.
Et en fait, ils se rendent pas compte que eux, ils font leur truc et puis ils regardent les audiences à la fin, ils disent putain, on a bien géré hier. Et en fait, non, au fin fond de la France, il y a des gens qui se sont engueulés à fond sur des thèmes graves de société, juste parce que toi, t'as décidé dans ton bureau de faire ça, gros, et que toi, t'as fait une bonne émission. Rien à foutre, en fait. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou, moi. C'est de l'inconséquence. Et j'en veux beaucoup, chaîne d'info, moi. Justement parce que j'ai travaillé et je vois comment ça marche tous les jours. Je nuancerais pour le coup le rôle des chaînes d'info. Non, t'as tort. Mais ferme-la, quoi. D'accord. Voilà. Tout de suite la pub. Voilà. Pour faire plus on a fait d'argent. une super audience. Hein. Non, mais tu vois, le rôle des chaînes d'info aujourd'hui, il est quand même à mettre en perspective. Enfin, la moyenne d'âge de la télé, c'est 60 ans. Ouais. Donc honnêtement, je ne pense pas que la nouvelle génération, ce soit à cause des chaînes d'infos qu'ils sont dans cette disparité. Je pense que c'est beaucoup plus une question algorithmique où, comme je te le disais, moi, il y a beaucoup plus de femmes qui écoutent mes podcasts, notamment sur YouTube, que d'hommes, parce qu'en fait, on ne suggère pas aux hommes mon podcast, parce que c'est un podcast fait par une femme, donc qui est-ce que ça pourrait intéresser ? Oui, pas nous. Bah non, abonnez-vous. Mais donc tu vois, je pense qu'en effet, il y a ça, et après, c'est un débat presque économique ou philosophique, mais on arrive souvent là, à une power après 1 heure d'enregistrement. Mais en fait, c'est juste que on n'a pas tous les mêmes intérêts. Et tant que les intérêts seront économiques avant d'être philosophiques ou sociétaux, en fait, évidemment, YouTube, c'est quoi leur but ? C'est que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme. Comment est-ce que les gens passent le plus de temps possible sur la plateforme ? C'est de leur recommander les contenus qui sont les plus susceptibles de leur plaire. Et en fait, c'est pas de leur proposer des contenus qui les élèvent intérieurement ou intellectuellement. J'ai un frère ingénieur qui est très bon dans ce qu'il fait. Et il est parti de ce postulat-là que tu viens de citer. Il a dit YouTube, l'objectif, c'est que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme. Donc, ils vont te proposer des vidéos à la suite qui vont faire que tu es susceptible de rester et pas de t'élever. Lui, il a dit je vais créer le concurrent. Il l'a designé, il l'a mis en place, il l'a codé. Et où moi, ce sera un axe de progression. Je ne te fais pas rester sur ma plateforme, je te fais progresser. Il y a même des pourcentages et tout ça. Et bizarrement, quand tu vas chercher des investisseurs, alors que c'est un super ingénieur et bref. Oui, mais le modèle économique, mec, est-ce que j'investis dans ça ou plutôt dans TikTok qui te propose des trucs où t'as vu, la dame elle danse et elle montre à moitié ses fesses et juste après il y a un petit chat et juste après il y a une moto qui s'éclate dans un mur, c'est génial. Et il a vu la difficulté que c'était de se détacher des intérêts économiques des investisseurs. Surtout que je pense que c'est pas antinomique parce que je pense qu'il y a encore... Enfin, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je trouve que pour notre génération, c'est assez difficile de bien s'informer. On est informé, mais de manière très passive, même moi, hein, alors que pourtant, en effet, j'ai une formation qui m'a fait m'intéresser à l'actualité, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est très passif parce que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de le chercher. On me le présente sur les réseaux sociaux, je vois passer dans tous les cas ceux dont on parle. Mais du coup, il n'y a plus du tout Noah Big Up qui est dans cette salle qui lit Le Monde diplomatique. Et en fait, je me disais, putain, mais c'est vrai que fut un temps, je lisais Le Monde diplomatique, mais en fait, aujourd'hui, j'ai plus l'effort. Donc, tu vois, moi, je serais preneuse de ces applications qui, finalement, s'adaptent aux nouveaux modes de consommation, parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on ne va plus vraiment dans des kiosques, mais qui nous permettent d'avoir des vraies analyses, des vraies réflexions, et pas juste... une super idée, hein. Aujourd'hui, plus c'est court, mieux c'est, genre dernière minute. Ça dépend des sujets. Machin et trucs. Oui, ça dépend des sujets, c'est vrai. Mais parfois, je m'en veux, moi, d'aussi mal, tu vois, m'informer. Genre, je culpabilise. Ouais. Tu vas sur X ? Non. Moi non plus. Ok. Et X, c'est une chaîne d'infos sur ton téléphone. C'est fou. C'est des gens... extrémistes là qui parlent entre eux. C'est fou. C'est pour ça que j'y suis pas. C'est fou, laisse tomber. Ouais. Non, mais aujourd'hui sur Instagram et TikTok, et ça cartonne. Suffisant, quoi. Je dis ça, pardon, parce que ça cartonne. C'est vrai ? X, ça cartonne. Plus depuis le rachat d'Elon Musk toute l'année. Bien sûr. D'accord. Ça marche beaucoup mieux, malheureusement. Ok. Alors que c'est devenu fou de dégueulasserie, quoi. Mais bon. Il est vieux quand même, genre. Dit-il en c'était buvant vraiment mieux avant. Hein. Tisane. Mais du coup... En faisant du bruit. Attends, du coup, pourquoi t'as choisi, ou plutôt pourquoi t'as... Ah, quelle horreur. Sortez-le. T'as pas le droit à un chocolat en sortant. Non, mais qu'est-ce que... Pas de chocolat blanc pour Paul. Qu'est-ce qui t'a fait accepter le fait d'être sniper ? Parce que, tu vois, on en parlait de la difficulté d'accepter le désamour. Autant j'ai réussi à l'accepter, autant je pense que je suis pas du tout encore
et je ne serai jamais assez armée pour me mettre dans une position où je divise autant. Parce que toi, tu viens, t'es le trublion. Tu fais chier, tu déranges, t'es provoques. Mais on me demande de le faire. Je sais, mais t'as accepté. L'émission est un peu lisse et chiante, dis des trucs pour qu'il se passe un machin. Soit que les gens fassent « Oh !» soit qu'ils fassent « Ah !» C'est mon travail. J'ai accepté. Je vais te dire, t'es la première à qui je vais le dire. Est-ce que je vais le dire? Oui, je vais le dire. Du coup, là, t'as plus le droit de... Hein. J'ai accepté parce que c'était une petite névrose que j'avais de montrer que j'étais un peu intelligent. Je trouve que dans le rôle de sniper, à la fin d'une vanne, il y a souvent les gens qui se disent oh, comment il a fait pour lier ça à ça, le mettre là, ça touche lui, et en même temps il y a la présentatrice au milieu, et il a fait ça en une demi-seconde. Putain, comment il a fait? Et en fait, c'est de l'ego. J'ai ce truc-là quand les gens ils disent putain, franchement fort, ça me fait plaisir. T'es la première à qui je dis. Okay. Je sais pas d'où ça vient. Il y a ce truc de, vous avez vu, hein, je suis un peu malin. Hein. Vous avez vu ce que j'ai réussi à trouver? Mais c'est normal parce que ta valeur en grandissant a aussi été attribuée à tes capacités. Donc c'est humain. Et en effet, pour préciser, et moi je me posais la question, mais on se l'était dit avant avec la team, c'est quand t'es sniper, tu balances tes blagues sur le coup. C'est ça. Ah bah ouais. Tu peux pas. Donc c'est ton cerveau quoi. Ou rien. Ouais. Et c'est la rapidité, la vivacité. Et après, moi, je me force quand même, j'espère y réussir le plus souvent possible, à ne pas rire de la personne, mais rire avec la personne. Hyper important pour moi, parce que je suis quand même, de l'autre côté, ce petit garçon très poli, très bien élevé, qui se montre pas, et qui machin, et qui est de bonne famille, et qui a peur de déranger. Donc après, quand je vois la personne dans la loge, j'ai envie d'aller lui serrer la main et lui dire « Merci pour notre autodérision, c'était super. » Et je me suis pas tapé quelqu'un pour me faire applaudir. Et je crois que ça arrive rarement, voire jamais. J'espère. C'est important pour moi. Mais donc, tu acceptes le fait que beaucoup de téléspectateurs vont trouver que tu vas trop loin, ou vont trouver que c'était pas drôle, ou que c'était... Parce que... Non, j'aime pas ça. J'aime pas. Et franchement, je crois que pour l'instant, je passe entre les gouttes, je m'en sors bien. Ils voient bien que le grand con avec les cheveux là-haut, en fait, il a un cœur. Et quand il vanne quelqu'un, en fait, il le fait avec le sourire. Et de toute façon, ça se voit. C'est Jean Dujardin, pour pas faire de name dropping, que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Et une fois, il m'a dit pour faire ce que tu fais, il faut forcément aimer les gens. Sinon, il y a une étincelle de 3% dans ton œil où on voit que t'es mauvais. Et c'est pas possible, ça marcherait pas. Et je pense qu'il a raison. Un peu comme tous les mecs qui font de l'humour noir et tout, en fait, c'est que ils aiment vraiment et ils veulent défendre les causes dont ils parlent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas être sniper aujourd'hui en 2025 à la télé si t'es pas profondément dans l'amour de l'autre. J'en suis persuadé, j'ai pas de leçon à donner, j'en suis persuadé. Ça marcherait pas. C'est plus la même époque. Ça marcherait pas. Qu'est-ce que tu fais quand l'inspiration ne vient pas ou ne vient pas autant que tu aimerais qu'elle vienne? Au début, allez, il m'en faut une maintenant, il m'en faut une, ça fait 10 minutes que tu n'en as pas fait, il m'en faut une. Maintenant, je suis tellement détendu par rapport à ça, j'ai fait plein d'émissions, je suis moins dans l'urgence, moins dans la pression. Et en fait, c'est plus t'es dans la détente, plus les vannes elles viennent, donc c'est, tu vois, limite c'est bénéfique, quoi. Mais t'as déjà eu un cas où genre vraiment t'as séché? Ouais, putain. Non, c'est plus t'as des cas où il y a des thèmes. Bon bah on va parler maintenant de Israël-Palestine. Qu'est-ce que tu veux que je dise, frère? Je suis là-haut. Excusez-moi, tu peux pas. Donc il y a parfois des moments un petit peu frustrants où t'as un avis à donner, t'as l'impression d'être un peu plus profond et malin que juste le gars qui dit prout là-haut, et tu peux pas parce que c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas ton travail. C'est comme ça. Je l'accepte, c'est mon travail et c'est la mission qu'on m'a filée. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus heureux de voir les gens sur scène et tout, parce que, putain, à la fin, quand ils sortent, ils se disent « Mais je vous voyais pas comme ça ». Tu vois, j'ai souvent ce message-là et je me dis « Mais je comprends pas, vous me voyez comment, quoi ?» Et en fait, oui, comme un connard. Bah ouais, fait. il te voit à travers un gars qui vanne et qui vanne et qui vanne. Et en fait, c'est assez cool de montrer un visage plus touchant, plus humain, et le mien, en fait, c'est ce que je suis vraiment. Le mec, la vanne, c'est un travail. On m'a dit, je te donne de l'argent et en échange, tu fais 15 vannes, 10 vannes dans l'émission. Fin de l'histoire, en fait. C'est mon taf.
Mon spectacle, c'est plus ma vie que mon taf, ouais. Comment on écrit un second spectacle ? Je me la cherche avant les bœufs, mais Ouais. comme celui-ci traite quand même d'un sujet profond de ta vie, Déjà, de tes comment on écrit un émotions. premier spectacle, déjà c'est Allez, dur. vas-y, dis-nous, peut-être le premier. Ah non, c'est pas pour te dire, c'est que déjà c'était dur le premier. Ah ouais. Alors le deuxième, je vais galérer, quoi. Ouais. Non, parce que là, est-ce que t'as pas l'impression d'avoir En fait, tout dit d'important ? t'as les techniques qui sont là. Donc le truc purement arithmétique de je sais faire des vannes, entre guillemets. Hein. On en revient toujours aux maths. Voilà, exactement. Mais après, t'as le fond de qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que souvent, le premier spectacle des humoristes, c'est bah moi à l'école, j'étais un peu nul et puis mon père il disait ça et machin, merci de m'avoir écouté. Et puis le deuxième, c'est bah je suis papa. Du coup, bah, je me réveille la nuit et j'espère que c'est elle qui se réveille. En fait, c'est moi qui me réveille. Et puis le troisième, c'est j'ai divorcé. Machin. Souvent, c'est ça, tu vois. Comme les albums des artistes que moi j'aime bien, c'est quand ils sont en phase avec ce qu'ils vivent. Ouais. Un mec comme Orelsan, il te dit pas je suis en bas du bloc, je vends de la C. Non, il te dit je suis à Caen, je suis un peu nul, je suis le plus âgé en boîte, putain, je me sens con, j'étais à un repas de famille, j'étais hyper mal à l'aise. Il te dit vraiment ce qu'il vit, c'est ça qui fait de lui un artiste. Il y a des rappeurs qui ont mal vieilli, je vais pas citer les noms parce qu'ils sont encore thug life alors qu'ils habitent. Calme-toi, gros. Enfin, t'habites dans une super maison, commence pas à me raconter ta vie de dealer de schnouf. Enfin, tu vois, ça n'existe pas. Et je pense qu'un humoriste, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup le rire qui vient de l'intérieur. C'est souvent le rire qui se moque de moi-même, quoi. C'est le rire qui vient après une vanne qui n'est pas une vanne. Je m'explique. À un moment dans le spectacle, je fais une thérapie de couple. La thérapeute, elle a fait venir ma femme toute seule dans le bureau et elle lui a dit « Fuyez ». C'est pas une vanne. Il n'y a pas une prémisse et une chute où je t'emmène là et je finis là. C'est pas un jeu de mots. Il n'y a rien, il n'y a pas de vanne. Mais le rire, il est tellement puissant dans la salle à ce moment-là parce qu'il vient de l'intérieur de la situation. Il peut pas exister ailleurs que dans cette scène. Les termes techniques, c'est exogène, endogène, qui vient de l'intérieur, qui vient de l'extérieur. Si je te dis, oh là là, lui, je l'ai terrassé, on dirait la famille de Ligonnès. Exogène. Ouais. Je vais chercher une ref extérieure pour l'amener là, pour fabriquer une blague. Chiant, nul. Le rire est pas pareil. Si je te raconte vraiment ce qui m'est arrivé, ce que j'ai ressenti dans ma tête à ce moment-là, le rire, il vient de l'intérieur. Quand mon grand-père, il était très malade, je devais le garder pendant une nuit, je devais le garder 2 heures et on se partageait les tours de garde, tu vois. Et il y avait la machine, le respirateur. Tu vois, la machine qui te fait respirer. Ouais. Et je suis avec lui pendant 2 heures. Et à un moment, le respirateur, il fait... Et il s'arrête. Et là, je dis, première pensée qui vient dans ma tête, putain, il restait 7 minutes. C'est pas une vanne. Mais tu peux tellement te mettre à la place du petit qui se dit non, j'avais 7 minutes et c'était plus à moi. Ouais. Et là, il s'arrête. Et là, tu vois. Ouais. Et tu vois le désespoir du petit. C'est pas une blague. Je suis pas allé prendre une construction. Il y a une chute. Juste, je te dis ce que j'ai ressenti. Et ce rire qui vient de l'intérieur, il est tellement plus puissant et intéressant pour moi. Donc, je suis parti très loin. Mais pour mon deuxième spectacle, pour répondre à ta question, je vais vraiment, à mon avis, encore continuer à parler de ce que je vis et ce que j'ai vécu. C'est cet humour-là que j'aime, moi. Ça veut dire que je me suis toujours demandé, tu vois, dans les spectacles d'humour, à quel point ce qui est dit est vrai et à quel point ce qui est dit est romancé ou, pour ne pas dire, fictif. Moi, tout est vrai, à tel point que même quand j'ai changé un truc, quand je le disais, j'y arrivais pas. J'ai dit à mon co-auteur, non, je ne peux pas ne pas dire. C'est pas mon père qui a fait ça, c'est mon oncle. Oui, mais il dit, oui, ça rajoute un personnage dans le spectacle, on comprend pas, il y a déjà ton père, c'est plus simple. Non, c'est mon oncle qui a dit ça. Et quand je le dis, ça sonne plus vrai. Mais je pense que je suis un peu extrême là-dessus parce que j'ai des copains humoristes qui ont raconté des scènes folles et parfois c'est des scènes qui sont arrivées à leur frère, par exemple. Et ils le mettent à la première personne et c'est pas grave et ça marche. Moi, je sais pas si j'y arriverai. Parce que moi, j'ai du mal à pas dire tout ce que je pense tout droit, toute la vérité tout le temps. Un jour, j'étais en Bretagne avec un pote et on fait les courses dans un supermarché et mon pote, on passe dans un rayon. Et il dit ah, regarde, des caramels beurre salé. Achète-en à ta femme. Offre-lui, ça lui fera plaisir. J'achète les caramels, je lui offre, elle est contente. Merci mon chéri, ça me touche. Merci, tu me fais jamais de cadeaux. Merci. Qu'est-ce qui t'a fait penser à moi ? Bah, c'est Grégoire. Moi, j'ai dit ça.
pas pour être méchant, pas pour être juste parce que je ne peux pas ne pas dire exactement ce qui s'est passé. J'y arrive pas. Tu mens pas. Tu sais pas mentir. Je sais pas faire. Ah ouais. Je sais pas faire. Mais je l'explique pourquoi dans le spectacle, hein, ça vient de quelque part et tout ça. Mais c'est une caractéristique de mon fonctionnement. Mais ouais, c'est mal fait si c'est fait. Enfin, c'est nul, tu vois. Sur quoi est-ce que tu aimerais progresser au-delà de l'intelligence émotionnelle? Bah c'est tout. L'intelligence émotionnelle, tu peux m'en donner beaucoup là. Je prends direct. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as toujours rêvé de maîtriser ou... Ouais, un peu nul, mais j'adorais savoir jouer du piano. Okay. Voilà. Non, tu parles de trucs psychologiques? Bah, pas forcément, franchement, c'est ouvert à interprétation. Ouais, c'est ça, ce truc de... En fait, intelligence émotionnelle, c'est très large, donc je vais resserrer. C'est ce truc de faire passer des émotions, les émotions que j'ai ressenties au moment d'une histoire en la racontant. C'est pas mon fort. Mon meilleur pote, il va te raconter une histoire nulle qu'il a vécue dans le métro, ça va être fou, tu vas voir l'éclairage, le truc, il va bouger les bras, il va te dire, là frère, je suis là, le mec est à côté de moi et je le vive l'histoire. Et moi, c'est pas mon fort pour l'instant. Et ça le devient sur scène parce que du coup j'ai voulu bosser ça et j'adore le faire maintenant. Et si je peux encore augmenter ce skill, je prends à fond. Et toi? Tu retournes un peu trop les questions à mon goût. Ah non, j'ai répondu. Pareil. Oui, tu as répondu, mais tu les retournes. Tout le monde ne le fait ça pas. Ça m'intéresse. Ok. Écoute, en ce moment, c'est vachement là. Le terme. Bon, moi aussi, à un moment, il faut quand même savoir être cash, mais non, je peux pas dire ce terme. Pardon. Je comprends pas. La dame. Je rigole toute seule. Je lui ai demandé pendant 10 secondes de se mettre de l'autre côté du micro, elle a bugué. Ah là, c'est la panique. Non, mais parce que bon. On va dire. Tu t'es déjà fait interviewer sur ta chaîne? Oui. Ok. Un épisode. Et après un moment très difficile, donc on parle quasiment que de santé mentale. Ok. Non, vas-y, donc réponds. Si tu devais améliorer un truc. Alors, je sais pas si ce serait un truc, mais en tout cas, là, ce qui me fascine, c'est, on va dire, la psychologie sociale. Continuez. Et donc, c'est de comprendre comment je peux réussir à convaincre les gens. Genre, obtenir oui à chaque fois. Mais même quand il faut pas? Genre, tu veux devenir Rocancourt, quoi. Acheter cet immeuble. Mais il n'y a pas d'immeuble. Si, il y a un immeuble. Dans les limites de la légalité, évidemment. Okay. Mais en fait, ça me fascine. J'avoue que ce skill-là, il est très stylé. Je lis un livre, je te le passerai. Maîtriser les techniques pour... persuasion, avoir le dessus dans une discussion. Ah, c'est un truc. Mais parce que je suis beaucoup en ce moment dans des schémas où je pitch des projets. Et donc, en fait, ça m'intéresse vachement de comprendre ce qui peut faire dire oui, tout comme ce qui peut faire dire non. J'ai capté. Et ben moi, j'ai pas du tout la solution, mais c'est marrant dans notre génération, en fait, on se rend compte, et c'est hyper cliché, mais c'est vrai, que souvent l'authenticité paye beaucoup plus que toutes les manigances qu'on va poser autour, aussi belle soit-elle et aussi bien réalisée soit-elle. Tu t'es pas d'accord avec ça? Ça fait un peu jolie morale de fin d'histoire. ça fait. Ouais. Mais tu l'as jamais vécu de manière concrète, où tu te cherches des moyens de dire à quelqu'un quelque chose, et en fait, tu lui dis. En fait, le problème, écoute, je pense pas, parce que je pense que ça dépend comment tu es. Mais moi, sachant que je suis trop brute de décoffrage, il faut quand même que j'apprenne à enrober le paquet, tu vois. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Pour la première fois, il y a 3 semaines, j'ai fait des blagues devant 4000 personnes. Accepté. À la Défense Arena, à Nanterre. Expérience folle. Non, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Attends, je vais trouver autre chose si tu veux. La dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois? Sinon, c'est signe que tu n'innoves pas assez dans ta vie. La pression sociale. Mais sans jugement. Hein. Ouais, évidemment. Maman? Ah non, pardon. La dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois, je suis arrivé à l'heure à la gare pour mon train. Non, je sais pas, j'ai pas. On va garder le Défense Arena alors. Ouais. Ça t'a pas fait trop flipper quand même? Si, et puis j'ai même pas pris énormément de plaisir, c'est trop gros. Okay. Là en ce moment, sur la tournée, c'est des salles de 500-800. C'est génial parce que c'est quand même à taille humaine, même si c'est grand. Donc t'as les avantages de ces grands sans les inconvénients de ces trop grands. Okay. Et le plaisir est dingue et fou, je sais pas comment. En fait, je suis en plein dedans, donc je suis désolé de te parler que de ça, mais je
tu m'as vu arriver avec un sandwich, je revenais de Besançon, je joue mon spectacle. Et du coup, il n'y a que ça en ce moment dans ma vie et c'est juste trop fou quoi, ce qui se passe. Donc je ne parle que de ça, pardon. Quand j'avais demandé à Léa ce qu'elle faisait parfois quand elle était trop stressée avant de Léa recevoir un Salamé. invité. Léa Salamé. Avant de recevoir un invité, notamment à l'époque où elle faisait beaucoup d'interviews politiques. Il dit un petit shot parfois, juste avant. Mais alors, il faut que j'arrête de faire ces blagues-là. Parce que j'en ai, tu sais, à la dernière émission, elle commence, elle accueille tous les invités et elle présente un peu tout le monde et tout. Et puis, elle va pour lancer son premier thème. Et je dis juste avant, pardon Léa, je voulais qu'on ait une grosse pensée tous pour vous, voilà, parce que c'est pas facile en ce moment et on pense fort à vous. Le Dry January. Et tout le monde a explosé, elle a dit arrête, c'est la dernière que tu fais, j'en peux plus les vannes sur l'alcool. Et du coup j'ai dit ok, j'arrête. Donc maintenant j'arrête. Voilà, ce sera vraiment la dernière. Ouais. Et donc toi, pas d'antidote ou de remède au stress? Non. Franchement, t'es tombé sur un mec, comme dirait Léa Salamé, qu'est-ce que vous êtes chiant. Je bois pas, je fume pas. Je me suis jamais drogué, j'ai jamais fumé même une taf de clope, j'ai jamais essayé de ma vie. Okay. Pas parce que, je sais pas quoi, pour me la raconter, mais parce que j'aimais tellement le foot que je voulais surtout pas qu'il y ait rien qui entrave ma progression et mon level, tu vois, j'étais un peu buté. Et du coup, j'ai pas ces machins-là, donc je me ronge les ongles, c'est pas bien. C'est pas moins bien que fumer ou boire, hein, t'inquiète. Non, mais c'est voilà. Donc quoi, en fait, la conclusion, c'est que pour lutter contre le stress, il n'y a jamais rien de très sain. Il y a toujours un truc qui vient dans ta bouche ou tes poumons, ouais, c'est ça. La respiration, soi-disant, marche. Mais... Les exercices de respiration, ouais. Non, moi je fais des vannes avec mes potes en loge, on prend une petite balle, on joue au foot, on pense à tout sauf à ça. Donc tu viens des potes avec toi Ouais, non mais c'est mon pote co-auteur, mon D'accord. pote régisseur, mon pote première partie, tu vois. Là, je vais faire une date à Casablanca, je prends juste un pote qui a zéro métier, mais juste, enfin qui va rien faire, mais juste on va rigoler. J'adore ce truc-là de la tournée, tu sais, ça me rappelle les trajets en minibus entre potes, quoi, ou je sais pas si t'étais en colo ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a cette ambiance-là, sortie scolaire. C'est génial. Tu vois, t'es en pyjama, t'es dans le train, tu rigoles avec tes potes, t'en as rien à foutre. J'adore. Qui est-ce que tu serais si t'étais Zidane, Paul de Saint-Cernin, 33 ans et footballeur? Donc t'avais bien vu quand même. C'était ça la question? Ouais. Si j'étais footballeur? Si là, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses Je rêverais d'être un footballeur malin qui, avec son premier million à 17 ans, a pas acheté une voiture et qui a déjà anticipé la suite. Donc acheter du bitcoin. Je suis nul en bitcoin. T'es forte en bitcoin? Non. La réponse T'as simple déjà essayé non. de mettre 1 euro? Ouais, j'ai essayé. Pour te dire à quel point j'ai la flemme en fait de m'occuper des questions financières, c'est que du coup il y a le virement sur mon compte Coinbase et en fait j'ai jamais acheté le bitcoin. Et maintenant il vaut trop. Ah oui, donc t'as l'argent mais que tu n'as pas converti en. Ouais, okay. que j'ai pas acheté la monnaie. Parce que j'y connais rien. Ok, voilà. ok. Mais j'ai des amis proches. Ah, mais ça aurait marché si tu l'avais fait. Ah oui, j'ai des amis qui ont fait vraiment x2. Enfin, j'ai un regret quand même. Ok. Et c'est qui nous a dit ça? Il y a un invité qui nous a dit qu'est-ce que t'aurais aimé savoir plus tôt? Il a dit j'aurais investi dans le cours bitcoin. du bitcoin. Ah ouais. Mais non, mais tu vois, je me dis qu'est-ce que le fait de te lancer dans le journalisme et dans l'humour a changé dans ta vie? Comment est-ce que ça a construit la personne que tu étais versus celle que tu aurais pu être si tu avais suivi la voie du football? Ah ouais, je pense que j'aurais été hyper heureux. Parce que je trouve ça fou qu'on me donne de l'argent à la fin du mois pour faire un truc que j'aime faire. Alors ça serait devenu un travail au final, hein, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus sain que le sport. Ça te fait du bien à ton corps, à ta santé même physique. Tes organes, ils travaillent. Ta santé mentale. Je défie quiconque qui est parti faire un footing de dire ça allait pas un petit peu mieux dans ma tête après. Tu vis... c'est un sport collectif. Tu crées des relations sociales. Tu te rends compte qu'on va me payer pour faire tout ce bien-là à mon corps et à ma tête, et on va me donner beaucoup d'argent. Et en plus, je vais prendre du plaisir juste parce que c'est bien et que je kiffe jouer. Laisse tomber, j'aurais été le plus reconnaissant du monde. J'espère que je me serais jamais lassé de ce truc-là. Comme j'espère ne pas me lasser de la scène. Mon petit frère m'a dit ça, là. Il fait des études pas en France. Et il me manque. Et il m'a envoyé un vocal où il m'a dit putain, oublie jamais, ce soir, tu vas faire des blagues. Il y a des gens qui sont venus, ils ont acheté un billet pour te voir toi faire des blagues, rire, et après tu vas rentrer chez toi, dans ta chambre d'hôtel, et ce sera bien. Enfin, genre c'est fou en fait, c'est mon travail. Ne jamais, jamais, jamais oublier que c'est pas un travail, quoi. Ne jamais, jamais, jamais oublier que c'est pas un travail.
Je nuancerais parce que tu laisses sous-entendre que c'est qu'une question de volonté. Mais je pense pas. Enfin, t'as l'habitude aussi qui, de facto... Enfin, tu vois, parfois on dit j'ai croisé telle personne, elle était blasée. Mais non, elle est pas blasée, en fait. C'est juste que... elle a signé 350 minutes de grave dans la rue, dans sa vie. Et voilà, en fait, là, elle voulait être calme. Donc, je pense que ne te flagelle pas si un jour, je sais pas, t'as un peu moins envie. Ou... En fait, pour moi, c'est juste des signaux faibles, comme quoi, en effet, il faut se renouveler. Il faut se réinventer un peu, mais genre, c'est pas T'as raison. de ta faute. T'as raison, mais dur de l'accepter, quoi. Tu vois, si tu te dézoomes, tu te regardes faire et que tu vois que t'es un peu la flemme d'aller sur scène ce soir, t'as envie de t'insulter. T'as un gros regard, mec. Tu vois. Bah, après, écoute, tu peux, mais ça changera pas grand-chose, tu vois. Ouais. C'est comme... aujourd'hui, je sais pas si tu savais, mais on est le Blue Monday. Donc, on est le jour le plus déprimant de l'année. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Je rigole, même pas pour ça. C'est énorme. Mais non, c'est vraiment... et vous changez la couleur du mur en fonction du jour. Exactement. Alors, okay. Voilà. On a ce souci du détail. Okay. Et même les ongles, spécialement pour la journée. Okay. Où, voilà. Oui, c'est beau. Je reviendrai pour le Pink Friday, ok? Non, mais alors, si jamais tu savais vraiment, c'est Wednesday. On Wednesday, we wear pink. Ok. T'as pas vu Lolita malgré moi? Non. Bah voilà. Sorry, on n'a pas tous le même niveau de référence culturelle. Et ouais. Ok. Mais j'ai déjà vu Taxi 4. Non. Ok, pardon. Okay. Les tuches en Amérique? Non, mais là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau tuche qui sortait. Et bah, il est rigolo, Jean-Paul Rouve. Non, j'ai pas vu le film. Moi, j'aime bien quand il fait l'accent et je le ferai pas parce que je le fais pas bien. Vas-y, maintenant t'es obligé de faire l'accent de Jean-Paul Rouve. Non, mais je l'aurais pas demandé si tu n'en avais pas parlé. Mais... Je te jure, je peux pas, je sais pas. Ça va juste être nul. Ouais, ça va juste être nul. C'est même pas de l'ego, c'est juste être nul. Du coup, j'ai pas pu finir ce que je voulais dire sur le Blue Monday, mais du coup. C'est un peu comme ce qu'on... Bah, du coup, ça n'a vraiment plus de lien parce que tout le monde a oublié, mais j'ai fait un post où j'ai fait 10 phrases à ne pas dire à quelqu'un qui ne va pas bien. Ok. Et notamment, il y en a une, c'est... Tiens, elle est pas mal cette corde, t'en penses quoi? Phrase numéro 10, c'était celle-là. Presque. Ok. Non, mais c'était... Mais je comprends pas, t'as tout pour être heureux ou t'as tout pour être heureuse. En fait, c'est comme je te dis, tu choisis pas de te lasser d'un métier, tout comme tu ne choisis pas ta santé mentale dans les 3/4 des cas. C'est-à-dire que... dire à quelqu'un qui est en dépression, je comprends pas, t'es marié, tu as un bon taf, t'as des amis, bah... Moi non plus, je comprends pas, en fait. Je peux être ce gars, moi je suis un peu con. Je peux dire, franchement, ça va. Ok. Non, mais tu sais quoi, t'es pas con, ça veut dire que t'as aucun problème de santé mentale. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu sais tellement pas ce que c'est, que t'es incapable de te mettre à la place de l'autre. Ouais, c'est ça. Exactement. Et du coup, je vais être très, comme d'habitude, mathématique et factuel. Je vais dire, mais je comprends pas... ça se choisit d'être heureux. Regarde, ce matin, tu te lèves, tu dis tout va bien, je suis heureux, bah voilà, c'est pas grave, il y a pire, tu vois. Moi, c'est souvent il y a pire. Ouais. Il y a pire ailleurs, on n'a pas le droit de se plaindre. Il y a des enfants, ils reçoivent des bombes sur la tête. Je comprends la logique, parce que mais je dis pas que c'est bien. Une, hein. Mais je suis honnête. En tout cas, je suis contente d'en parler, parce que s'il y a d'autres personnes comme toi qui nous écoutent, c'est bien de réaliser, pour être passé par là, que en fait, la chimie de ton cerveau, elle en a rien à foutre de... ton confort matériel, souvent je prends le parallèle avec une maladie, genre le cancer. Je crois que le cancer, il s'est posé là parce que il y avait des... Non, il n'y a pas de raison en fait, c'est une maladie. Ouais. La maladie mentale, c'est pareil. Oui, c'est ça. Mais comme c'est pas concret, on a du mal à le... Ouais. À le matérialiser ou le rendre plus concret. Exactement. Si tu pouvais mettre entre les mains de toutes les personnes qui nous écoutent un livre, ce serait lequel? Est-ce que les mains de ces personnes ont des ongles bleus aussi? Malheureusement, je ne crois pas tous. Je vous montre quand même à la caméra pour éviter toute frustration. Je sais, ils sont très beaux. La réponse est Martin Eden de Jack London. Ok. J'ai adoré lire ce bouquin. J'ai adoré ce gars qui essaye de s'extirper de sa condition sociale et qui va dans un monde qui est totalement différent. Il est très bien décrit, tu vois, il est un peu physique avec des épaules, c'est un docker. Et il va dans un monde où c'est un peu plus prout-prout, en gros, pour caricaturer. Et il essaye de séduire une nana qui vient de là. Et tu vois, c'est un peu cliché. Hein, mais j'ai trouvé ça tellement bien écrit. La fin assez tragique. Putain, j'étais avec le gars pendant tout le film. C'est que t'es en train de spoil un peu quand même. Parce que quand il meurt, il se noie. Tragique. Et, pardon. Non, mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Ok. Martin Eden, Jack London. Voilà. Il y a une chanson qui a été écrite qui s'appelle Martin Eden, de Nekfeu derrière. D'accord. Ouais. Ok. Enfin voilà, j'ai bien aimé. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, vu que t'écoutes, tu me l'as dit juste avant, et j'en ai été très touchée, il écoute chaque semaine les épisodes d'InPower.
Qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro? J'aime beaucoup Roman Fressinet. Je trouve très drôle. Je sais qu'il fait pas souvent de podcast et tout ça. Mais j'aime beaucoup Roman. En fait, qui est-ce que j'aimerais hors stand-up? C'est une bonne question. Toi, tu te dis, j'ai 1h30, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce que cette personne pense, sur comment En elle vrai, fonctionne. s'il était pas mort, je voudrais que tu reçoives Maradona. Ouais, mais du coup, il est mort. Donc ça Tu ne vois, marche pas. je veux qu'il te raconte la mafia italienne, elle m'a dit de faire ça, et puis mon père au fin fond de l'Argentine. Je veux les mecs qui ont eu plusieurs vies dans une vie. Et que tu les admires ou non. Un mec comme Bernard Tapie. Putain, Il est mort aussi, donc Chier, merde. revois ton casting. Hein. Mais tu vois, que t'aimes ou que t'aimes pas, ils ont eu plein de vies, ils ont un charisme fou. Tapie, il a sorti un disque, il était au théâtre, il était ministre, il était patron de Adidas, d'un club de foot. Gros, raconte-moi des machins, des anecdotes, raconte-moi ta vie, quoi. Je veux que tu reçoives ce genre de mec où je vais être comme ça en écoutant. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je te cite que des morts, mais il doit y avoir des vivants qui ont des vies de fous, non? Alors oui, du coup, j'imagine, on a dû en recevoir quand même quelques-uns. Mais en fait, il faut la longueur du temps pour permettre d'avoir vécu toutes ces vies-là. Tu vois. Donc, l'expérience. Voilà, le plus âgé que j'ai reçu, qui a quand même eu plusieurs vies, c'est Boris Cyrulnik. Okay. Qui est un docteur en neurosciences et psychiatre, qui est un rescapé de la Shoah et qui a eu pour le coup beaucoup de vie. Okay. Bon, tu l'as sûrement déjà écouté, hein, je sais, mais bon, je te le redis au cas où. Et c'est une des interviews que t'as le plus kiffé? Sans comparer, mais je veux dire, il avait beaucoup de trucs à te dire et t'étais comme as en écoutant, genre? Ouais, honnêtement, j'ai adoré. Non, mais moi, dans l'humour, un Roman Fressinet ou un Jason Brokers, s'il aurait des trucs intéressants à te dire, c'est des gars malins avec des schémas de pensée qui m'intéressent, moi. Et en foot, parce que j'ai eu des propositions de recevoir des footballeurs. Ok. Et tu veux me dire des noms ou tu peux pas? Je te le dirai. Okay. Mais ah, je sais. Bah oui. En fait, j'ai encore l'idée reçue, je l'admets, selon laquelle ils sont très bons en sport, pas forcément pour philosopher 2 heures sur un podcast. Je veux que tu en reçoives un juste pour que tu te fasses ton avis là-dessus. Ok. Peut-être à la fin, tu te diras, mais lequel, ok, du coup, c'est pour ça que je te demande ta reco, parce que en fait, comme je les connais pas bien du tout, je préfère avoir quelqu'un. Ils ont des trucs fous à raconter. En fait, ça n'existe pas de partir de chez toi à 11 ans et de jamais revenir. Ça n'existe pas de gagner 1 million d'euros à 17 ans. Ça n'existe pas de jamais avoir à draguer parce qu'il y a toujours 70 meufs qui tournent, qui toquent à ta porte. Mais déjà ça, je pense qu'ils n'en parlent pas. Enfin, les meufs qui viennent... Ouais, mais si t'arrives à faire parler un gars... Parfois, ils sont pas très... C'est pas qu'ils ont pas de choses à raconter. C'est qu'ils ont pas eu l'exercice, ils sont pas entraînés à s'exprimer et surtout de manière longue. Exactement. Et surtout, s'ils l'ont fait une fois dans leur carrière, ça leur est retombé dessus et ça a été repris partout et ils se sont fait défoncer. Bah, Kylian l'a fait sur Click quand même récemment. Bah ouais. Ça veut bien dire que... Ça veut bien dire que la nouvelle génération a intérêt à le faire. Il y a des formats géniaux qui s'appellent The Bridge, par exemple, où les mecs ils discutent sur du temps long. J'adore ces formats-là inspirés des États-Unis de Maverick Carter et LeBron James, tu vois, dans un barbershop où ils se mettent tous et ils parlent. Ça s'appelle The Shop d'ailleurs. Mais je te jure qu'il y en a qui ont des trucs passionnants à dire. Genre, il y en a qui ont connu la dépression. Thierry Henry. Oui, c'est vrai. Putain, Thierry, il a déjà c'est une légende de son sport. Ouais. S'il te parle de la santé mentale des joueurs, je te jure que t'es passionné. Je te jure que je crois qu'il a fait le podcast d'Alexandre Mars, si je me trompe pas. Donc j'aime bien. T'en as pas un recommandé qui est pas encore passé sur un podcast? Passionnant. Enfin, qui au moins aime parler, parce que c'est surtout ça l'enjeu. Ouais, c'est ça le problème. Un mec comme Jules Koundé. Oui. T'as un vrai sens du style en plus. Moi, je le connais pour ça. Jules, en fait, voilà, il est très ouvert sur plein de choses. Il a un avis politique, il a un avis artistique, il est passionné d'art. Jules, il peut te parler de tout sauf de foot. Pourquoi il peut pas parler de foot? Si, je veux dire, mais tu t'en fous. Il va pas te dire, hier, on a joué en 4-3-3, on a battu le Real et on est 2e du championnat. Il va te parler de trucs, à mon avis, qui peuvent te toucher à fond. Moi j'aime bien ces gars-là qui montrent que le foot c'est juste de la pop culture comme une autre pop culture et que c'est des gars comme nous qui regardent des séries Netflix, qui écoutent des podcasts et la même musique que nous. Merde, si j'avais préparé cette question, je te jure que j'aurais pu te citer 10 mecs super. Tu me diras après au pire. Ouais, mais en tout cas, je le connais, c'est déjà une super reco, je pense. Tu vois, moi j'avais adoré, mais c'est autre chose, mais j'avais été frappé par le charisme de Zidane en fait. Ouais. Ah, tu l'as interviewé?
Non, mais j'ai discuté plusieurs fois avec lui et on se connaît. Et moi, c'était mon idole. Et là, j'étais plus frappé, plus que par le fond de ce qu'il dit, par l'électricité du gars, quoi. Ouais. Tu reçois un mec pendant les JO, et en effet, je trouve que... Tu reçois un mec avec un charisme. Tu sens l'intelligence, quoi. Ouais, voilà, il y a un truc... Ouais. Exactement. C'est pas la caricature. En fait, c'est important, je sais pas trop parler. Ouais. C'est pas du tout ce gars-là. C'est un père de famille qui a bien mené sa barque, qui gère ses affaires parfaitement, qui fait pas de faute de com. C'est quand même le Français le plus connu au monde. On se demandait ça dans le train en revenant de la tournée. Ok. C'est qui le Français le plus connu au monde? En vrai? Je pense que c'est vivant. Ouais. Je pense que Macron il est moins connu que Zidane. Ouais, c'est vrai. Je pense que Mbappé il est moins connu. Non, mais tu vas au fin fond de l'Inde, du Mexique, ouais. Les Daft Punk ou David Guetta ou Snake. Je pense que Zizou est plus connu que ces gars-là. Tu vois, c'est quand même c'est monstrueux d'être Zidane. Ça n'existe pas d'être Zidane en fait. Et pourtant, il a un truc intelligent, humain, machin. Enfin, j'ai adoré ce gars-là. Voilà. Ok. Je vais te poser du coup la dernière question du podcast, qui est une nouvelle question qui, je préviens, parfois a tendance... Bon, je dis ça parce que la dernière personne a pleuré. Mais je sens que ça va bien se passer. Mais maintenant que tu as dit ça, c'est bon, je suis préparé. Exactement. Non, mais parce qu'en fait, c'est une question qui permet vraiment, je pense, de synthétiser l'essence même de notre conversation et de ce que tu ressens. Waouh. Donc si demain, tu venais à mourir et tu pouvais laisser uniquement une feuille aux personnes qui t'aiment, à tes proches, donc à ta femme, à tes frères et sœurs, à tes parents, à tes meilleurs amis, et tu leur partages les 3 leçons qui te semblent être les plus précieuses que tu as apprises dans ta vie et que tu aimerais leur partager. Quelles seraient ces 3 leçons? Vous bagarrez pas contre ce que vous ressentez. C'est juste une perte de temps et d'énergie folle. Si t'aimes ton frère, dis-lui je t'aime. Si t'aimes ta femme, dis-lui je t'aime. De toute façon, à la fin, tu vas perdre, elle va le savoir, et tu vas t'en vouloir à la fin de ne pas l'avoir assez dit. 2, fous pas toute ton énergie dans ta vie pro. Celui qui sera à côté de toi sur ton lit de mort et qui te tiendra la main, ce sera pas ton patron. Ce sera sûrement ta femme, ton frère ou ton pote. 3, ne donnez pas des grandes leçons de vie à 33 ans. Vous n'avez encore rien vécu. Mic drop. C'est pas mal comme fin. Trop chouette. Merci beaucoup, Paul, d'être venu. Merci à toi. Normalement, c'est vrai que je serais... Enfin, disclaimer, moi, j'ai toujours pas vu ton spectacle, mais du coup, je vais aller le voir parce que cette conversation m'a donné envie d'aller le voir. Trop bien. Et je pense que c'est le cas pour les personnes qui nous écoutent. Donc, si elles veulent le faire... Où est-ce qu'on peut prendre sa place En tournée dans toute la France jusqu'au mois de juin. Ok. Et je prends beaucoup de plaisir à voyager, on en a parlé. paul2saint-cernin.com. Ouais, mes réseaux sociaux, partout sur Google, vous tapez votre ville et Paul de Saint-Cernin à côté, il y aura la date de tournée qui va tomber. Et je reviens à Paris à l'Européen, septembre, octobre, novembre, décembre, je crois. Yes. Voilà. Ok. Et surtout, ça m'intéresserait que tu me fasses pas un débrief, mais que tu me dises putain, après notre discussion, je m'attendais à ça ou pas, ou avant de te connaître, je me serais attendu à ça ou pas, ou ton avis m'intéresse particulièrement. Ok. Donc tu viendras, du coup Paris c'est en septembre, parce que tu vas pas voyager à l'autre bout de la France pour venir voir mon spectacle. J'ai peut-être des dédicaces aussi dans différentes villes. Mais bon, écoute, dans tous les cas, sinon je patienterai et je regarderai les extraits sur Instagram. J'essaie de pas d'en mettre aucun. Ah, c'est vrai? Du coup, les gens ils savent pas ce qu'ils viennent voir. Ah ouais, mais comment tu les convaincs de venir alors? Et il y a 2-3 vannes de la télé là, que de toute façon ils ont vu à la télé, donc je peux les remettre sur les réseaux. Mais bon, je vais peut-être mettre 1 ou 2 extraits pour leur expliquer ce que vous venez voir, c'est différent, mais j'aime bien ce truc, les gens ils savent pas. Oui, c'est sûr. C'est à double tranchant après. Les plus courageux ils viennent et à la fin souvent j'espère ils sont contents, et les moins courageux du coup ça les décourage, ils viennent pas. Ils préfèrent aller voir un autre humoriste. Lui je sais ce qu'il va faire, c'est bon, j'y vais, je vais pas être décontenancé ni surprise. Il y a que des courageux dans cette audience, donc ça ira. Franchement ouais. Merci beaucoup, ça m'étonnerait Paul. Pas. Je mettrai tes réseaux dans la barre de description. Bravo pour tout ce que tu fais depuis très longtemps.
Merci. Parce que moi, je sais que c'est depuis très longtemps. Et bravo pour ces nouveaux bureaux, non? Oui, cool, ce studio. merci de l'avoir inauguré.